Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette seconde partie de notre analyse des révélations du docteur Silas Mimile Makangu sur l'impuissance congolaise. Dans notre dernière vidéo sur le sujet, nous avons diagnostiqué les racines du mal. Rappel rapide pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui ou qui auraient besoin de rafraîchir leur mémoire. La première partie nous a montré que l'impuissance congolaise a deux sources entrelacées. Une source externe, historique, la conférence de Berlin 1884-1885 qui a conçu le Congo comme bien commun, espace de prédation légale pour les puissances coloniales. Cette géopolitique de l'intendance persiste aujourd'hui dans les contrats miniers où 87% de l'exploitation minière reste contrôlée par des entreprises étrangères. Une de source interne, contemporaine, l'ingouvernance érigée en système. Les pillages de 1991-1993 par l'armée de Mobutu non payés. La zaïrianisation ratée de 1973. Mobutu est tombé avant de tomber, disait le docteur Makangu. Le mur était déjà ébranlé de l'intérieur avant que le Rwanda ne le pousse. Nous avons vu les 4 piliers de la puissance tous effondrés. Économiquement, le Congo exporte brut, importe du transformé. Politiquement, il vit dans l'instantanéité, au lieu d'utiliser le microscope pour les détails et le télescope pour anticiper. Militairement, l'armée manque de commandement compétent malgré la loi de programmation militaire 2023-2027. Culturellement, investissement marketing sans substance. Nous avons compris que derrière tout cela se cache une mentalité construite historiquement. Mentalité de dépendance, de diabolisation du local, de glorification de l'extérieur. L'étudiant qui monte dans un véhicule sans ceinture de sécurité, c'est la preuve qu'il a mal étudié, disait brutalement le docteur Makangu. Enfin, nous avons constaté que les intelligences congolaises existent mais sont ignorées. Marginalisées par un État hyper politisé qui perçoit l'intelligence comme une menace, plutôt que comme un outil de développement et de progrès pour la nation. Voilà où nous en étions la semaine dernière. Aujourd'hui, 3 questions capitales. La première, qui profite concrètement de cette impuissance et quel est leur véritable agenda? La deuxième, quel danger ignorons-nous en nous fixant uniquement sur le Rwanda? La troisième, quelles solutions existent réellement pour sortir de cette impasse? Commençons par le Rwanda. Sujet sensible, sujet polémique, mais sujet incontournable. Dans ces 3 entretiens, le docteur Makangu développe une thèse provocante sur le Rwanda. Il affirme que le conflit rwandais constitue une distraction qui empêche la RDC de se mesurer à ses véritables concurrents continentaux. Nigeria, Égypte, Afrique du Sud, Maroc. Sur un plan, les chiffres lui donnent raison. PIB nigérian 2024, 477 milliards de dollars. Égypte, 395 milliards. Afrique du Sud, 380 milliards. RDC, 62 milliards. Ces pays disposent d'industries manufacturières développées, de secteurs tertiaires diversifiés. L'Égypte produit 70% de ses besoins alimentaires. Le Nigeria domine le secteur bancaire ouest-africain. Ce sont les véritables puissances avec lesquelles la RDC devrait rivaliser. Mais le Rwanda révèle une autre dimension troublante. PIB de 13 milliards, 5 fois inférieur à la RDC. Pourtant, selon les rapports successifs du groupe d'experts des Nations Unies, le Rwanda occupe depuis 2021 des territoires congolais via le M23. Comment un État 5 fois plus petit économiquement peut-il défier militairement un géant comme la RDC? Cette question traverse les 3 entretiens du docteur Makangu. Vérifions les derniers rapports onusiens. Janvier 2025, groupe d'experts ONU établit que, sur la période étudiée, les forces de défense du Rwanda sont allées au front, ont utilisé des armes de haute technologie et ont directement pris part au combat. Espace occupé par le M23, augmentation de 30% entre avril et novembre 2024. 19 décembre 2025, et le Conseil de sécurité des Nations Unies
adopte à l'unanimité la résolution 2811 qui condamne fermement l'offensive menée par le M23 avec le soutien de la force de défense rwandaise. Pour la première fois de manière aussi directe, le Conseil exige le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais. Janvier 2025, le M23, soutenu par le Rwanda, prend le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu, ville d'1 million d'habitants. Février 2025, chute de Bukavu, capitale du Sud Kivu. 2 capitales provinciales stratégiques tombent. Face à cette réalité documentée par l'ONU, peut-on vraiment qualifier le Rwanda de simple distraction, comme l'affirme le docteur Makangu? La réponse du docteur Makangu est nuancée, subtile. Le problème rwandais est réel, concret, meurtrier, mais la RDC ne peut le résoudre en se concentrant exclusivement sur lui. Pourquoi? Parce que le Rwanda dispose d'atouts stratégiques concrets que la RDC néglige d'analyser scientifiquement. Le Rwanda possède une armée disciplinée de 33 000 hommes selon Military Balance 2024. Un budget défense de 140 millions de dollars utilisé efficacement sans détournement massif. Un commandement unifié sous Paul Kagame depuis 1994. Des alliances régionales solides avec l'Ouganda. Un soutien international historique, britannique et américain. La RDC dispose sur le papier d'une armée de 150 000 hommes. Réalité fragmentée. Chaîne de commandement parallèle, unités sous-équipées, loyauté régionale plutôt que nationale. Généraux qui détournent les budgets militaires destinés aux soldats. Mais le docteur Makangu va beaucoup plus loin dans son analyse du Rwanda, particulièrement dans son deuxième entretien. Il affirme une chose qui choque le discours dominant à Kinshasa: le vrai objectif rwandais n'est pas principalement le pillage des minerais. Les Rwandais ne sont pas les seuls qui viennent chez nous pour les minerais. L'Ouganda est aussi sur notre sol pour les minerais. Les États-Unis viennent aussi chez nous pour les minerais. 60 autres groupes armés qui sévissent sur le sol congolais commettent aussi ces atrocités pour les minerais. Donc, le Rwanda n'est pas le seul. Si le Rwanda ne vient pas principalement pour les minerais, il vient pourquoi? La réponse du docteur Makangu, l'espace vital. Regardons les chiffres démographiques vérifiables. Rwanda, 14 millions d'habitants sur 26 000 km². Densité de population, 538 habitants au kilomètre carré. L'une des plus élevées d'Afrique. RDC, 100 millions d'habitants sur 2,3 millions de km². Densité, 43 habitants au kilomètre carré. Le docteur Makangu cite une rencontre historique de 1986 entre Mobutu et le président rwandais Juvenal Habyarimana au parc de Virunga. Habyarimana sollicite un espace pour son projet d'élevage. La délimitation par hélicoptère révèle des espaces immenses vers Walikale. Les experts cadastraux congolais s'étonnent de l'étendue demandée. C'est quoi? Ce sera le bétail de tout le continent africain ou comment? S'interroge-t-il selon le récit du docteur Makangu. Autre élément historique. Le pasteur Bizimungu, président du Rwanda à l'époque où Kagame était vice-président, déclare, selon le docteur Makangu, qu'il faudrait revisiter les résolutions de la conférence de Berlin parce qu'ils estiment que le partage a été mal fait, qu'il y a une partie du Rwanda qui aujourd'hui appartient au Congo. Cette revendication territoriale historique explique beaucoup de choses. Le président Nicolas Sarkozy l'avait formulé crûment en 2009 au Palais du Peuple à Kinshasa. Un Congo vaste et mal occupé face à un voisin à la démographie dynamique. Cette lecture du docteur Makangu trouve confirmation dans les mouvements de population. Quand le M23 avance, les populations congolaises fuient massivement, créant un vide territorial. Les chiffres du HCR de décembre 2025 mentionnent même des Congolais réfugiés au Rwanda. Inversion troublante du sens habituel des flux de réfugiés. Le docteur Makangu enfonce le clou dans son deuxième entretien avec une phrase terrible. Le Rwanda nous connaît, mais il me semble que nous ne connaissons pas le Rwanda. Explication, ce point. Selon le docteur Makangu,
Le Rwanda recourt aux intelligences pour étudier scientifiquement le Congo. Le Rwanda a créé des centres de recherche qui analysent la sociologie congolaise, les fractures ethniques, les points de faiblesse institutionnels. Mais le Congo ne fait pas ce travail d'intelligence sur le Rwanda. Quand les officiels congolais disent que les Rwandais sont ici pour piller nos minerais, on suppose qu'on n'a pas suffisamment étudié cette question, conclut le docteur Makangu. Tant que les officiels congolais ne parleront que de pillage des minerais, ils n'auront pas compris la vraie nature du problème rwandais. Et sans comprendre le problème dans sa profondeur, impossible de concevoir la solution appropriée. Le pillage des minerais est une conséquence, pas la cause. La cause, selon le docteur Makangu, problème d'espace vital pour un pays surpeuplé qui regarde vers l'ouest, vers le Congo, vaste et sous-peuplé. Cette analyse ne justifie rien. Elle n'excuse rien, mais elle explique. Et comprendre l'adversaire, c'est la première étape pour le contrer efficacement. Mais le Rwanda n'est pas la seule menace qui guette le Congo. D'autres dangers, moins visibles, plus insidieux, sont ignorés parce que toute l'attention nationale se concentre sur le Kivu. Dans son premier et son deuxième entretien, le docteur Makangu développe une analyse comparative avec d'autres pays africains. Cette comparaison révèle des dangers que le Congo ignore à ses risques et périls. Le premier cas, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. 3 pays qui ont connu des coups d'État militaires récents. Qu'est-ce qui les unit ? C'est l'échec de la gouvernance. C'est l'échec dans la distribution équitable de la cagnotte nationale. C'est l'échec d'une classe politique qui n'a pensé qu'à elle, répond le docteur Makangu. Les militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays ne se sont pas réveillés un matin avec l'envie de faire un coup d'État. Ils ont répondu à une frustration populaire accumulée. Une jeunesse sans emploi malgré des diplômes. Des régions entières abandonnées par le pouvoir central. Une corruption visible qui enrichit quelques familles pendant que la majorité s'appauvrit. Deuxième cas développé longuement par le docteur Makangu. La Tunisie de Ben Ali. Qu'est-ce qui fait tomber le régime de Tunis de Ben Ali pendant presque 24 ans ? Demande-t-il. Réponse, la non prise en compte des desiderata de cette jeunesse étudiante qui finit les études mais qui ne sait pas où être casée en termes d'emploi. Ben Ali semblait solidement installé. Économie tunisienne, pas catastrophique. Pas de guerre. Mais une jeunesse éduquée sans perspective d'emploi. Quand Mohamed Bouazizi, jeune vendeur ambulant, s'immole par le feu en décembre 2010 à Sidi Bouzid, c'est toute la frustration accumulée qui explose. En quelques semaines, Ben Ali tombe. Troisième cas, le Nigeria et les Kanouris. Il y a une ethnie au Nigeria qui est vers la partie nord-est, les Kanouris. C'est une tribu minoritaire et au nom de la démocratie, elle est moins représentée. Ses desiderata. Ces revendications ne sont presque pas prises en compte à cause de la démocratie. Résultat, selon le docteur Makangu, la frustration est plus dangereuse que 15 groupes armés voisins qui vous envahissent. Cette frustration a fait à ce que cette tribu de Kanouris puisse trouver un moyen pour s'exprimer. Le terrorisme. 80% de partisans du Boko Haram sont tous de cette tribu. Ne pouvant faire entendre leur voix par les canaux démocratiques normaux, les Kanouris l'ont fait entendre autrement, par la violence terroriste. Le docteur Makangu commente. Aujourd'hui, ils le font entendre. Ils le font entendre d'une autre façon. Ces 3 exemples convergent vers une conclusion stratégique que le docteur Makangu martèle dans ses 3 entretiens. Le mal qui peut le plus nuire à la République n'est pas l'incursion des armées étrangères. C'est l'injustice qu'on érige en mode de gouvernance. Et maintenant, la question directe. Sommes-nous loin de cette réalité au Congo ? Le docteur Makangu répond dans son 2e entretien « Nous ne sommes pas loin, mais nous sommes un État beaucoup plus fragile. Les dissensions socioculturelles, ethniques, tribales sont tellement fortes qu'il ne faudrait même pas souhaiter que cela arrive. » Autrement dit, si les frustrations qui ont fait tomber Ben Ali, qui ont généré Boko Haram, qui ont provoqué les coups d'État au Sahel se matérialisent au Congo, les conséquences seraient catastrophiques. Le Congo est beaucoup plus fragmenté ethniquement que la Tunisie.
Beaucoup plus vaste que le Burkina, beaucoup plus peuplé que le Mali. Une explosion sociale au Congo ne ressemblerait pas aux printemps arabes. Elle ressemblerait aux guerres de 1996-2003 qui ont fait plusieurs millions de morts. Autre danger ignoré évoqué dans le deuxième entretien, l'Ouganda et les ambitions de la famille Museveni. Le docteur Makangu mentionne que le général Museveni le fils parle régulièrement de Kisangani comme sa ville préférée et fait des éloges sur Kisangani. Vérification factuelle. Muhoozi Kainerugaba, fils de Yoweri Museveni et général 4 étoiles dans l'armée ougandaise, a effectivement plusieurs fois évoqué Kisangani dans ses déclarations publiques sur Twitter. En 2022, il tweet « I love Kisangani, such a beautiful city ». Déclaration qui semble anodine, mais qui, dans le contexte géopolitique, envoie un message. Le docteur Makangu pose la question prospective « Dans 30 ans, qu'est-ce qui peut arriver si jamais Museveni n'était plus au pouvoir et que c'est son fils, le général, qui est arrivé à la tête du pouvoir? Est-ce que Kisangani est menacé? C'est exactement le type de question que l'État congolais devrait se poser en utilisant le télescope évoqué dans les entretiens. Mais le Congo ne se pose pas ces questions. Il vit dans l'instantanéité. Dernier danger ignoré, la perception internationale de la RDC comme État défaillant. Quand un État ne peut ni payer ses fonctionnaires régulièrement, ni sécuriser son territoire, ni rendre la justice de manière indépendante, la communauté internationale le classe mentalement dans la catégorie « failed state ». Vous pouvez comprendre ces termes avec de multiples facettes. Un État à l'abandon, un État sans avenir, et la plus dangereuse des significations, un État démissionnaire. Et un failed state n'a pas de voix dans le concert des nations. Ces protestations ne sont pas prises au sérieux. Ces revendications sont ignorées. Ces frontières deviennent négociables dans les arrière-salles diplomatiques. Tous ces dangers sont ignorés parce que toute l'énergie nationale se concentre sur le conflit immédiat avec le Rwanda au Kivu. Pendant ce temps, les vraies bombes à retardement continuent de tic-taquer. Mais justement, quelle solution le docteur Makangu propose-t-il face à tous ces constats accablants? Le docteur Makangu ne se contente pas de diagnostics. À travers ces 3 entretiens, il propose des solutions concrètes. 5 axes principaux émergent de son analyse. La première solution, déconstruire la mentalité pour en reconstruire une autre. Nous l'avons évoqué dans la première partie, mais le docteur Makangu développe davantage dans son 3e entretien. Les mentalités se construisent et donc peuvent se déconstruire. Mais avant de déconstruire, nous devons voir la maquette de l'homme congolais, à quoi il doit ressembler. L'approche méthodologique claire. On ne peut pas juste détruire l'ancienne mentalité de dépendance sans avoir défini clairement quelle nouvelle mentalité on veut construire. La nature a horreur du vide, rappelle le docteur Makangu. La question centrale qu'il pose, quel type d'homme la RDC a-t-elle besoin pour 2060, l'année du centenaire de l'indépendance? Cette approche résonne avec celle de la Chine post-Mao. Deng Xiaoping a défini un projet clair, faire de la Chine la première puissance économique mondiale. Tout a été subordonné à cet objectif. L'éducation forme des ingénieurs et des scientifiques. La diplomatie sécurise les approvisionnements en ressources. L'économie attire les investissements étrangers. Le Congo n'a pas cette clarté d'objectif. Il navigue au jour le jour. Pas de vision pour 2060. Pas de maquette de l'homme congolais qu'on veut former. Pas de projet national qui dépasse les clivages politiques. La deuxième solution, mobiliser les intelligences locales. Le docteur Makangu insiste dans ses 3 entretiens, les intelligences existent maintenant, il faut les mettre au travail. Mais comment? En créant cette passerelle entre laboratoires universitaires et institutions politiques. En finançant sérieusement la recherche universitaire. En recrutant les meilleurs cerveaux dans l'administration publique sur base de compétences, pas d'appartenance politique. Il prend l'exemple historique de Joseph en Égypte, développé dans son 2e entretien. Pharaon cherchait l'intelligence
pour résoudre les énigmes de l'État. Où trouverions-nous un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu capable de résoudre ces énigmes? Il trouve Joseph, hébreu exilé, et lui confie les pleins pouvoirs économiques. Rien ne doit séduire un chef comme l'intelligence. S'il faut la puiser ailleurs, même dans le camp des ennemis, il faut le faire. Un exemple contemporain, la Chine des années 1970 envoie des dizaines de milliers d'étudiants aux États-Unis. Ces étudiants apprennent les technologies occidentales. Ils reviennent en Chine. Ils constituent aujourd'hui la classe dirigeante qui a transformé la Chine en deuxième puissance mondiale. Le Congo fait l'inverse. Ses meilleurs étudiants vont étudier à l'étranger et ne reviennent pas parce que l'État congolais ne leur offre aucune perspective. La fuite des cerveaux est massive et elle ne semble pas avoir de fin. La troisième solution, construire un leadership stratégique. Demain, nous serons ce que nos chefs décident que nous soyons, affirme le docteur Makangu dans son troisième entretien, résumant la thèse de son livre « Le chef ». Être chef s'apprend, se prépare, se maintient. Mais le danger, le pouvoir séduit même vos collaborateurs. Ils voudraient avoir votre pouvoir et vous laisser le trône. Ainsi, vous devenez sans le savoir la marionnette de votre cabinet. Vous devenez la marionnette de votre entourage. Le pouvoir est ailleurs et vous n'avez que la couronne. Cette observation s'applique-t-elle au contexte congolais actuel? Le docteur Makangu ne nomme personne, mais il pose la question implicitement: les présidents congolais sont-ils de vrais chefs ou des marionnettes de leur entourage? Un vrai chef, selon le docteur Makangu, se reconnaît à 3 critères. Le premier, il a une vision claire de là où il veut amener la nation. Le second, il sait s'entourer des meilleures intelligences disponibles. Et le troisième, il résiste à la tentation de devenir prisonnier de son cercle rapproché. Sa quatrième solution, utiliser le microscope et le télescope. Métaphore puissante développée particulièrement dans le premier et le troisième entretien. Une bonne gouvernance doit utiliser ces 2 outils, le microscope et le télescope. Le microscope pour voir les détails, les petits éléments, les tensions locales. Quelle est la commune qui peut être le foyer de tension à Kinshasa? Si jamais Kinshasa était attaquée, où est-ce qu'on peut trouver le plus de jeunes de la ville de Kinshasa qui pourraient s'ériger contre les institutions? Ça, ce sont des détails qu'il faut étudier. Le télescope pour voir loin, anticiper les évolutions géopolitiques. Dans les 15 ans, dans les 30 ans, qu'est-ce qui pourrait arriver? Si Museveni meurt et son fils prend le pouvoir en Ouganda, quelles sont les implications pour Kisangani? Si la démographie rwandaise continue d'exploser, quelles seront les pressions sur les frontières congolaises en 2050? Le Congo, selon le docteur Makangu, est dans la prison qu'on appelle l'instantanéité, l'immédiateté. 11 tentatives de dialogue avec le Rwanda. Toutes cherchent à résoudre le problème immédiat. Aucune n'anticipe les évolutions à 20 ou 30 ans. L'État ne se conjugue jamais au présent. L'État se conjugue toujours au futur, mais en puisant dans les ressources du passé et fait du présent son laboratoire pour ériger son futur. Et la 5e solution, sortir de la fixation sur le Rwanda. Le docteur Makangu ne dit pas d'abandonner l'Est ou d'ignorer le Rwanda. Il dit de cesser de voir le Rwanda comme le seul problème, l'unique obsession nationale. Les vraies batailles vocationnelles de la RDC se jouent contre les plus grandes économies africaines. Ces puissances avancent pendant que le Congo stagne, mobilisé par le conflit rwandais. Le coût économique du conflit est estimé à 1,5 milliard de dollars annuels selon la Banque mondiale. Mais selon nos diverses analyses, ceci n'est qu'une estimation. Nous pouvons avancer plus de 25 à 40% de pertes collatérales en plus et avoisiner les 2 milliards. Pertes de production, déplacement de population, coûts militaires. Ces 1,5 milliard pourraient financer l'industrialisation de secteurs entiers de l'économie congolaise. Construction d'usines de transformation du cuivre à Lubumbashi. Modernisation de l'agriculture dans le Bandundu et l'Équateur. Développement d'infrastructures routières reliant les provinces isolées.
Mais peut-on vraiment investir dans le développement pendant qu'on perd des territoires à l'Est? Le docteur Makangu suggère que la perte des territoires résulte justement du sous-développement, de la mauvaise gouvernance, de l'absence d'État effectif dans ces zones. Si l'Est du Congo était développé, si les populations y trouvaient emploi et services publics, si la justice y fonctionnait, si l'administration était présente et efficace, le M23 aurait-il pu s'implanter aussi facilement? La meilleure défense des territoires congolais, c'est leur développement économique et institutionnel, pas seulement leur défense militaire. Mais toutes ces solutions théoriques se heurtent à une réalité que le docteur Makangu évoque sans la développer longuement. Qui peut les mettre en œuvre? Dans son deuxième entretien, le docteur Makangu aborde frontalement un sujet dont il est expert, puisqu'il a dirigé pendant 5 ans le Conseil supérieur de la magistrature, l'état de la justice congolaise. Il développe l'analyse d'un cas concret. Mars 2024, rapport accablant du groupe d'experts de l'ONU révèle l'existence d'un réseau de trafic de coltan. Cassiterie or entre zones contrôlées par le M23 et circuits commerciaux internationaux transitant par le Rwanda. Document référencé S-Habitant 2024-432. Le rapport nomme explicitement des sociétés minières, des intermédiaires, des routes d'exportation. Plus grave, il identifie des complicités au sein de l'administration congolaise. Agents des services des mines, officiers FARDC, responsables administratifs locaux facilitent activement ce pillage organisé. Montants évoqués, plusieurs centaines de millions de dollars annuellement. Le docteur Makangu souligne l'absence totale de poursuites judiciaires congolaises suite à ces révélations documentées. Vérification méthodique confirmée, consultation des archives du journal officiel de la RDC entre avril et décembre 2024 ne révèle aucune mesure judiciaire relative aux accusations contenues dans le rapport onusien. Aucun mandat d'arrêt émis, aucune commission d'enquête parlementaire constituée, aucune sanction administrative prononcée publiquement. Le parquet général reste silencieux. Le Conseil supérieur de la magistrature ne signale aucune saisine. Pourquoi cette inertie judiciaire? Le mécanisme devient clair quand on examine la structure de nomination. Le président de la République nomme le procureur général près la Cour de cassation. Les premiers présidents des cours d'appel valident les promotions des magistrats. Cette dépendance organique crée une subordination politique objective. La Constitution 2006, article 149, garantit théoriquement l'indépendance du pouvoir judiciaire. La réalité administrative contredit frontalement ce principe constitutionnel. Septembre 2024, l'Union nationale des magistrats de la RDC publie un communiqué courageux dénonçant les ingérences répétées du pouvoir exécutif dans le traitement judiciaire de dossiers à caractère politique ou économique sensible. Ce texte passe quasiment inaperçu dans les médias. Conséquences concrètes, mesurables. Le trafic de minerais finance directement l'armement du M23. Chaque tonne de coltan extraite illégalement achète des munitions, paie des salaires de combattants, renforce la capacité militaire du groupe rebelle. Les populations civiles de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo subissent quotidiennement les violences d'une guerre alimentée par l'argent de leurs propres ressources naturelles. Les femmes violées, les enfants déplacés, les hommes tués paient le prix de l'impunité garantie aux trafiquants par l'inaction judiciaire. Le docteur Makangu formule cette accusation terrible. Notre justice ne fonctionne pas parce qu'elle n'est pas autorisée à fonctionner. Cette phrase résume le problème fondamental. Toutes les solutions proposées, déconstruction mentale, mobilisation des intelligences, leadership stratégique, se heurtent à ce mur. Une justice non indépendante ne peut sanctionner les responsables, ne peut briser les réseaux mafieux, ne peut imposer l'état de droit. Sans justice indépendante fonctionnelle, aucune réforme structurelle n'est possible. Les corrompus continueront de détourner. Les trafiquants continueront de piller. Les généraux incompétents continueront de commander. Mais derrière tous ces constats institutionnels, il y a une réalité humaine que nous ne pouvons pas ignorer. Le prix humain de l'impuissance.
derrière tous ces chiffres, ces analyses institutionnelles, il y a une réalité que personne ne peut ignorer. 6,9 millions de déplacés internes selon le HCR en décembre 2025. 3,8 millions rien que dans le Nord Kivu et l'Ituri. Des familles entières sous tente depuis des mois, parfois des années. Des enfants nés dans ces camps de déplacés. Une génération sacrifiée sur l'autel de l'incurie institutionnelle. Le rapport de septembre 2025 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme documente des violations graves commises par toutes les parties au conflit. Le M23, soutenu par le Rwanda, a commis des exécutions sommaires, des violences sexuelles massives, des enlèvements. Les FARDC et groupes armés affiliés ont également commis des violations lors de leur retraite des lignes de front. Les viols utilisés comme armes de guerre se comptent par milliers annuellement dans l'est du Congo. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, continue de soigner les victimes à l'hôpital de Panzi. Mais son hôpital ne peut suffire face à l'ampleur du désastre humanitaire. Chaque femme violée, chaque enfant traumatisé. Chaque homme tué représente l'échec collectif d'un système qui devrait protéger sa population, mais qui ne protège que les intérêts de quelques-uns. Les soldats FARDC eux-mêmes paient le prix de la corruption de leur hiérarchie. Envoyés au combat sans salaire régulier, sans équipement adéquat, sans soutien médical. Les survivants amputés, traumatisés, finissent dans les rues de Goma à mendier. Le docteur Makangu identifie dans ses entretiens une rupture profonde entre classe dirigeante et population. Les élites politiques et économiques congolaises vivent dans un univers déconnecté des réalités de Kibumba, de Kiwanja, de Rutshuru. Leurs enfants étudient en Europe ou en Amérique. Leurs comptes bancaires sont à l'étranger, sécurisés. Leurs propriétés immobilières également. Leur ancrage national reste purement formel ou clairement des façades. Cette extraterritorialité des élites congolaises explique partiellement l'indifférence aux souffrances populaires, quand vos propres intérêts personnels et familiaux sont sécurisés ailleurs. La défaillance de l'État national devient supportable et tolérable. Vous pouvez continuer à vivre confortablement même si l'État s'effondre. Vous pouvez partir quand les choses deviennent trop dangereuses. Vous avez un plan B, un plan C. Mais les 100 millions de Congolais ordinaires n'ont pas de plan B. Leur seul plan, c'est le Congo. Quand le Congo échoue, ils échouent. Quand le Congo souffre, ils souffrent. Ils n'ont nulle part où aller. Nous voici au terme de cette analyse en deux parties des révélations du docteur Silas Mimile Makangu. Lors des deux émissions, nous avons décortiqué méthodiquement ces trois entretiens accordés entre 2024 et 2025. Nous avons vérifié ces affirmations principales, consulté les rapports internationaux, confronté les versions officielles aux faits documentés. Que retenir de cette plongée de plusieurs heures? Que l'impuissance congolaise n'est pas une fatalité divine. Elle résulte d'un enchaînement de causes précises, identifiables, documentables. Berlin 1885 qui a conçu le Congo comme bien commun. L'ingouvernance perpétuée depuis l'indépendance. Une mentalité de dépendance construite sur 5 siècles. Des intelligences ignorées, une justice paralysée, des élites extraterritorialisées. Que le Rwanda n'est pas juste un ennemi à combattre militairement. C'est un révélateur de nos propres faiblesses structurelles. Sa force ne vient pas de sa taille ou de ses ressources. Elle vient de notre désorganisation, de notre incapacité à utiliser nos propres atouts, de notre absence d'État effectif dans l'Est. Que le vrai danger ne vient pas seulement de l'extérieur. Les leçons du Burkina Faso, du Mali, de la Tunisie, du Nigeria montrent que la frustration interne est plus dangereuse que 15 groupes armés externes. Un État qui ne distribue pas équitablement, qui laisse sa jeunesse sans perspective, qui érige l'injustice en système, creuse sa propre tombe. Que des solutions existent, déconstruire la mentalité pour en reconstruire une autre, mobiliser les intelligences locales, construire un leadership stratégique, utiliser le microscope pour les détails et le télescope pour anticiper. Sortir de la fixation exclusive sur le Rwanda
pour affronter les vraies batailles vocationnelles. Mais toutes ces solutions se heurtent à un mur. L'absence de volonté politique réelle, la justice non indépendante, les élites qui profitent du système actuel. Et maintenant, les questions que personne ne pose publiquement, mais que chaque Congolais lucide se pose en silence. Si nos institutions sont effectivement paralysées, comme l'affirme le docteur Makangu, qui peut les réformer? Le pouvoir en place qui en bénéficiait, l'opposition fragmentée qui n'a pas de projet alternatif clair, la société civile constamment réprimée, la communauté internationale qui a ses propres intérêts dans le chaos congolais. Si la justice ne fonctionne pas indépendamment comme documenté, qui jugera les trafiquants de minerais? Qui sanctionnera les généraux corrompus? Qui condamnera les responsables politiques véreux? Personne? L'impunité continuera donc éternellement? Si notre mentalité s'est construite sur 5 siècles de traite et de colonisation, comme l'explique le docteur Makangu, comment la déconstruire en une génération? Est-ce seulement possible? Ou faut-il accepter que cette transformation prenne plusieurs générations et donc accepter que nous sommes condamnés à l'impuissance pour encore longtemps? Si nos élites vivent déjà mentalement et financièrement à l'étranger, quel intérêt auraient-elles à transformer un système qui leur profite personnellement? Pourquoi risqueraient-elles leur confort actuel pour un projet national dont elles ne verront peut-être pas les fruits? Si le Rwanda cherche effectivement de l'espace vital, comme l'affirme le docteur Makangu, comment résoudre ce problème démographique structurel? Par la guerre perpétuelle? Par des concessions territoriales impensables? Par un développement économique si rapide de l'Est qu'il rendrait toute invasion impossible? Si l'armée congolaise, malgré 3 milliards de dollars investis, ne peut toujours pas sécuriser le territoire, le problème est-il l'argent ou le commandement? Et si c'est le commandement, comment le changer quand les généraux corrompus détiennent le pouvoir réel? Si le microscope et le télescope sont les outils d'une bonne gouvernance, qui forme les dirigeants congolais à les utiliser? Les universités clochardisées? L'entourage qui pense à court terme? Les conseillers étrangers qui ont leurs propres agendas? Si Mobutu est tombé parce que le mur était déjà ébranlé de l'intérieur, comme dit le docteur Makangu, notre mur actuel est-il déjà ébranlé? Attendons-nous juste la prochaine poussée extérieure qui fera tout s'effondrer? Avons-nous encore le temps de consolider les fondations? Si la frustration interne est plus dangereuse que les armées étrangères, mesurons-nous le niveau de frustration actuel de la jeunesse congolaise? Des provinces abandonnées? Des ethnies marginalisées? Savons-nous à quelle distance nous sommes du point de rupture? Si le Congo doit se projeter vers 2060, comme le suggère le docteur Makangu, qui définit cette vision? Tshisekedi? Son successeur? Un consensus national qui n'existe pas? Et surtout, cette vision existe-t-elle seulement quelque part? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles n'ont peut-être pas de réponse du tout pour le moment. Mais le simple fait de les poser publiquement, de les mettre sur la table, de refuser de les balayer sous le tapis du discours officiel lénifiant, c'est déjà un début. Parce que le docteur Makangu a raison sur un point fondamental. Sommes-nous encore des hommes ou avons-nous cessé notre humanisation? Cette question terrible interroge notre capacité collective à assumer la responsabilité de notre propre destin, à cesser de chercher des boucs émissaires externes, à regarder en face nos propres échecs, à accepter que le Congo de 2026 est d'abord le produit de nos propres choix, de nos propres compromissions, de nos propres lâchetés. Le Rwanda n'a pas créé la corruption congolaise. La communauté internationale n'a pas forcé les généraux congolais à détourner les budgets militaires. Berlin 1885 n'explique pas pourquoi, en 2025, on continue d'exporter du cuivre brut au lieu de le transformer. À un moment, il faut choisir. Soit on accepte d'être des victimes éternelles de l'histoire, de la géographie, des complots extérieurs. Soit on décide de devenir des acteurs de notre propre destin, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si ça exige des sacrifices. Le docteur Makangu
cite cette phrase d'un dirigeant chinois. Même Dieu est au courant de notre projet. Cette détermination, cette clarté d'objectif, cette foi en sa propre capacité collective à transformer le destin national, voilà ce qui manque cruellement au Congo. Nous n'avons pas de projet national qui dépasse les clivages. Nous n'avons pas de vision pour 2060. Nous n'avons pas de maquette de l'homme congolais que nous voulons former. Nous naviguons au jour le jour, de crise en crise, de dialogue en dialogue, sans jamais nous demander « Où voulons-nous vraiment aller ?» Et peut-être que c'est ça le vrai problème. Pas l'absence de solutions. Les solutions existent. Le docteur Makangu les a listées. Pas l'absence de ressources. Le Congo a toutes les ressources nécessaires. Pas même l'absence d'intelligence. Les intelligences congolaises existent. Le vrai problème, c'est l'absence de volonté collective. L'absence d'un projet national qui mobilise. L'absence d'un rêve commun qui transcende les intérêts particuliers. Alors que faire concrètement, vous, citoyens congolais qui nous écoutez ce soir? Premièrement, refusez la résignation. Refusez l'idée que rien ne peut changer. Refusez le fatalisme qui dit que c'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Deuxièmement, exigez des comptes de votre député, de votre gouverneur, de votre bourgmestre, de tous ceux qui prétendent vous représenter. Exigez la transparence, exigez les résultats, exigez que l'argent public serve l'intérêt public. Troisièmement, investir dans votre propre transformation. Déconstruire en vous-même cette mentalité de dépendance. Cessez de glorifier systématiquement l'extérieur et de diaboliser le local. Croire en la capacité congolaise à produire l'excellence. Quatrièmement, construire des ponts plutôt que des murs. Entre ethnies, entre provinces, entre générations, entre diplômés et non diplômés. Le Congo ne se reconstruira pas dans la division, mais dans l'unité. Cinquièmement, pensez long terme. À vos dirigeants. Quelle est votre vision pour 2060? Quel Congo voulez-vous laisser à nos enfants? Et si cette vision n'existe pas, construisez-la vous-même avec d'autres citoyens lucides. Le Congo de 2060 ressemblera exactement à ce que nous décidons collectivement aujourd'hui qu'il soit. Pas demain, pas après les prochaines élections. Aujourd'hui. Chaque choix que nous faisons aujourd'hui, accepter la médiocrité ou exiger l'excellence, tolérer la corruption ou la dénoncer, nous résigner ou nous mobiliser, dessine le Congo de demain. Le docteur Makangu nous a donné un diagnostic lucide, des solutions concrètes, des questions dérangeantes. Maintenant, c'est à nous de décider ce que nous en faisons. Est-ce qu'on continue comme avant, en espérant que miraculeusement les choses s'arrangeront, ou est-ce qu'on décide collectivement que ça suffit, que le Congo mérite mieux, que nos enfants méritent mieux? La réponse à cette question ne viendra pas d'un sauveur providentiel. Elle ne viendra pas de la communauté internationale. Elle ne viendra pas de Dieu qui attend que nous utilisions l'intelligence qu'il nous a donnée. Elle viendra de vous, de nous, de millions de Congolais ordinaires qui décident ensemble que l'impuissance n'est pas une fatalité, que la médiocrité n'est pas notre destin, que la grandeur à laquelle le Congo est appelé est encore possible. Mais cette grandeur exige du travail, de la discipline, de la lucidité, du courage, de la patience, de la détermination sur plusieurs décennies. Êtes-vous prêt pour ce combat long, difficile, exigeant? C'est la seule question qui compte vraiment. Merci d'avoir suivi ces 2 émissions d'Inside News Review. Partagez, débattez, vérifiez, agissez. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège son peuple. Bonne continuation.